Alors, s'il n'y a pas d'éléments de question, écoute, Véronique, je te propose de garder la main pour une séquence interactive pour les formateurs et notamment sur la thématique des biais cognitifs dans votre quotidien. Donc, la thématique de cette invitation, c'était effectivement les biais cognitifs dans notre quotidien de formateur. Alors, vous allez me dire pourquoi ce choix de thématique. Dans mon parcours professionnel, je me suis rendu compte que les facteurs humains et les biais cognitifs, qui sont un des axes des facteurs humains, sont vraiment une constante, quelle que soit finalement la casquette que je peux porter dans mes différentes activités. Tout d'abord, dans ma casquette, dans mon activité professionnelle au sein du centre hospitalier du Mans, que ce soit en tant que médecin urgentiste depuis maintenant 12 ans, mais aussi au centre de simulation CAPSIM avec les formations par simulation qu'on propose avec toutes les spécialités, où vraiment les facteurs humains ont été une réelle découverte. Et cette découverte a été tellement passionnante que j'ai décidé de rajouter une autre casquette à mon activité depuis maintenant 2 ans avec un organisme de formation L2 Développe pour pouvoir proposer des formations par simulation axées sur le management et surtout sur les facteurs humains, c'est-à-dire sortir un petit peu de cette technicité des compétences techniques dans le domaine de la santé, mais vraiment plutôt aller au cœur des facteurs humains, au cœur de nos compétences non techniques dont on parlait tout à l'heure avec Guillaume, l'intervenant précédent. Alors effectivement, comme le disait Noémie, l'idée, c'était de pouvoir vous proposer une séquence interactive avec toutes les limites de la technique, bien évidemment, et d'un webinaire. Malgré tout, on va essayer de rendre cette séquence la plus interactive possible. Et pour commencer, je vous propose un petit jeu pour s'échauffer avec quelques règles. Déjà, c'est que certains peuvent connaître ce jeu et donc je vous demanderai de ne pas participer pour ne pas donner les réponses trop rapidement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour que ce jeu fonctionne, vous vous doutez bien, il va falloir que vous participiez. Et donc, moi, je n'ai pas beaucoup de retours. Alors, a priori, on serait une centaine inscrits sur le webinaire, mais on ne vous voit pas. Donc, vraiment, soyez participatifs pour que ça puisse marcher. Et donc, vous avez le chat, donc il faut l'utiliser pour pouvoir nous apporter les réponses. J'aurai un œil dessus et si besoin, Swazik pourra intervenir pour me transférer vos informations. Le jeu va se dérouler en 2 étapes. La règle du jeu, c'est que je vais vous proposer une suite de nombres pour laquelle, dans ma tête, j'ai une règle à laquelle cette suite de nombres respecte. Je vais vous demander de trouver quelle est ma règle. Ça, c'est vraiment le but du jeu final. N'hésitez pas en même temps que je vous parle à nous dire si les règles du jeu ne sont pas claires et Swazik comme ça pourra me le transmettre. La première chose que je vais vous demander, ça va être de me proposer vos suites de nombres à vous, à laquelle vous pensez quand je vais vous proposer la mienne et vous allez me répondre si, je vais vous répondre si oui ou non cette suite de nombres répond à la même règle que la mienne. Vous allez me faire quelques propositions, je vais vous laisser quelques minutes pour vous échauffer et dans un second temps, je vous demanderai de me proposer votre règle, celle que vous pensez être la mienne et je vous dirai si oui ou non vous avez raison. Ma suite de nombres est le 2, le 4 et le 8. Et donc, je vous demande à partir de maintenant de me proposer les suites de nombres, les vôtres, qui selon vous correspondent à ma règle. Alors, on va se laisser un petit peu de temps parce qu'il y a une latence avec le système informatique. Allez-y, n'ayez pas peur. Faites des propositions. Proposez une suite de nombres qui, selon vous, correspond à ma règle à moi. Alors, j'ai des premières propositions. J'ai 16, 32, 64. Je vous dis que oui, effectivement, cette suite de nombres correspond à ma règle. J'ai 16, 32, 64. J'ai 6, 12, 24. Ça correspond aussi à ma règle. 32, 64 pour beaucoup, 32, 64, 128. Oui, toutes ces suites, correspondent à ma règle. J'ai 16, 32, oui, ça correspond à ma règle. J'ai encore 16, 32, 64. Vous êtes nombreux à me répondre 16, 32, 64, certains 128, mais 16, 32. J'en ai une autre qui change. J'ai 3, 6, 12. Et donc, oui, cette suite de nombres correspond à ma règle. 16, 32, 16, 32, 64.
Très bien, donc je pense qu'on a eu quelques propositions là intéressantes. Je vous propose maintenant, pour ceux qui ont fait des propositions de suite de nombres, de me proposer la règle à laquelle vous pensez. Qu'est-ce que vous avez appliqué pour me proposer cette suite de nombres? Alors, j'ai une autre proposition, 7, 14, 28. Oui, ça correspond à ma règle aussi. Alors, première proposition, j'en ai 3. Ça veut dire qu'on a multiplié par 2. Et donc, je vous dis non, ce n'est pas ma règle. Le double du précédent, c'est comme multiplier par 2. On a multiplié le nombre par 2, double du nombre multiplié par 2. Vous êtes nombreux à répondre multiplié par 2. Et donc, non, ce n'est pas ma règle. Je vous propose de me reproposer des suites de nombres et je vous dirai si oui ou non ça correspond à ma règle pour qu'on puisse essayer de trouver cette règle. Donc, j'ai beaucoup de fois 2, non. Multiplication des chiffres par 2 à partir du premier chiffre donné. Alors, je ne sais pas si c'est multiplication par 2 ou si c'est juste ajouter 2. Si c'est multiplier, non, ce n'est pas ma règle. Alors, on va arrêter de me proposer des règles et je vous propose de me reproposer des suites de nombres. Essayez de reproposer des suites de nombres qui pourraient correspondre à ma règle, sachant que ma règle n'est pas de multiplier par 2. Chiffre au carré, non. Alors, x2, x4, x6, non, ce n'est pas ma règle. Essayez de me reproposer des suites de nombres. On peut redire les chiffres initiaux? Oui, bien sûr. La suite de nombres initiales, c'est 2, 4, 8. Doublez le nombre, donc 2 plus 2 égale 4. 4 plus 4, non, ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai d'autres propositions. 4, 8, 16. 4, 8, 16, oui, ça correspond à ma règle. J'ai 7, 14, 28, oui, ça correspond à ma règle. J'ai 5, 10, 20, 40, oui, ça correspond à ma règle. J'ai 11, 22, 44, oui, ça correspond à ma règle. Alors, là, il y en a beaucoup. Donc, je vous propose de me dire, pour ce que vous m'avez proposé là dans ces suites de chiffres, quelle est selon vous la règle qui s'applique à cette suite? Le hasard, non. Non, ce n'est pas ma règle. C'est bien tenté. J'ai une autre proposition. J'ai 1, 2, 3 et je réponds oui, ça correspond à ma règle. J'ai 7, 25, 96, pardon, et oui, ça correspond à ma règle. J'ai une proposition de règle qui est division par 2 par la droite. Alors là, comme ça, non. Ça demande une réflexion, mais non, ce n'est pas ma règle. Le nombre plus lui, non, ce n'est pas ma règle. Alors, intéressant. J'ai une proposition qui est 10, 9, 2. Non, ça ne correspond pas à ma règle. Avez-vous, du coup, c'est Nathalie qui a proposé cette suite de nombres. Est-il possible de me proposer quelle est la règle, selon vous, là, que vous voulez appliquer? Alors, on a un participant qui donne sa langue en chat. Mais continuez, on va trouver. On est nombreux, vous êtes nombreux à participer. Une suite naturelle. Alors, je veux bien qu'on précise ce qu'il y a derrière suite naturelle. Le double du double, non. Ah, nombre croissant, je félicite Nathalie qui vient de trouver ma règle. Donc, félicitations. Je n'ai pas mesuré le temps, mais je pense qu'on est au moins à quelques 2-3 minutes à peu près. Alors, pourquoi ce petit vœu? Alors déjà, je vous remercie pour la participation, parce que je vous avoue, j'avais des inquiétudes avant de commencer ce jeu avec les contraintes techniques. Et donc, vraiment, merci à tous pour votre participation. Pourquoi? En fait, c'était pour juste introduire la thématique et parler de ce qu'on appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est quoi? C'est que finalement, on ne va rechercher et privilégier que les informations qui confirment notre hypothèse initiale ou notre a priori. Tout ce qu'on va réfléchir, on va le centrer sur notre hypothèse initiale. Là, vous êtes tous partis avec une hypothèse initiale que probablement c'était multiplié par 2 et donc vous m'avez fait plein de propositions par multiplié par 2. Et souvent, on oublie que
il est plus intéressant pour essayer de prouver une hypothèse d'aller chercher ce qui ne correspond pas à cette hypothèse. Donc finalement, là, d'aller chercher des moments où j'allais vous répondre « non, ça ne correspond pas à ma règle ». Vous m'avez proposé beaucoup de choses et beaucoup de mes réponses étaient « oui, ça correspond à ma règle ». Et du coup, il est difficile de trouver la règle. Alors que dès que vous avez eu une information qui était du coup en ordre décroissant et où j'ai répondu « non, ça ne correspond pas à ma règle », ça vous a donné une possibilité du coup de trouver la bonne règle. Donc ça, c'est le biais de confirmation. Alors, cette étude, hein, elle vient des années 1960, elle n'est pas nouvelle. Vous pouvez la retrouver aussi sur YouTube en petite vidéo. Ils l'ont fait en micro-trottoir, c'est assez intéressant. À l'époque, dans les années 60, c'est une équipe de psychologues qui l'a réalisée, cette étude. Ils ont pris 29 personnes et ils les ont interrogées sur ce que l'on vient de faire avec cette suite de nombres de 4-8. Et sur les 29, ce qui était intéressant, c'est que seulement 6 ont été capables de trouver la règle correcte du premier coup. Les autres ont eu besoin de plusieurs coups d'essai. Et on voit bien que finalement, la majorité des personnes sont tombées dans ce biais de confirmation. Alors, le biais de confirmation, c'est un biais cognitif, mais bien évidemment, il y en a plusieurs. Donc, pour pouvoir aborder les biais cognitifs, c'est important qu'on pose la définition. Les biais cognitifs, c'est tous les mécanismes qui vont altérer notre jugement. Donc, c'est une façon, on va dire, rapide et intuitive de juger, de prendre une décision sans vraiment rentrer dans un raisonnement analytique. Et ça va conduire à des erreurs d'interprétation d'une information. Si je dois le résumer par un petit schéma pour que ce soit simple, c'est que pour aller d'un point A à un point B, notre cerveau, il prend le trajet le plus direct. Et il oublie souvent que des fois, il y a des manières détournées de faire qui sont peut-être plus longues et qui, des fois, nous emmèneraient à un trajet plus intéressant qu'il a LB'. Et donc, le biais cognitif, c'est ça, c'est je fais le chemin le plus court. Alors, je vous le montre là en version négative, mais bien évidemment, on en reparlera tout au long de cette session. Les biais cognitifs ont des avantages et ce n'est pas quelque chose de négatif toujours. Hein. C'est vraiment un raisonnement rapide. Il a du coup des inconvénients, mais il a aussi des avantages. D'où ça nous vient? Guillaume nous en a parlé tout à l'heure. Et alors, ce n'était pas préparé, mais je vous le remonte parce que j'ai le même bouquin alors, en français et je vous le conseille, même s'il peut être un petit peu compliqué. Le livre de Kahneman sur les systèmes de pensée. Qu'est-ce qui nous a apporté cet auteur-là? Ça a été de dire que quand on prend une décision, dans notre système de raisonnement, on a globalement deux systèmes de pensée. On a un système qu'on appelle le système automatique ou le système S1 et un autre système qu'on appelle le système analytique qu'on appelle le S2. Le système automatique, c'est une fusée. Globalement, c'est un système de raisonnement qui est rapide, immédiat, qui est inconscient. Je n'ai pas besoin de réfléchir pour vous dire que 2 plus 2, ça fait 4. Qui est routinier, il se base sur des automatismes et il est économe, c'est-à-dire qu'il ne me demande aucune énergie. À l'inverse, le système analytique, lui, c'est plutôt le mode diesel. Il faut un petit peu d'échauffement, il est lent, il est conscient. C'est-à-dire que si là, je vous demande 19 par 48, il va falloir faire un effort pour pouvoir trouver la solution, contrairement à 2 plus 2 égale 4. Et du coup, il est coûteux en énergie parce que pour faire cette multiplication, peut-être il va falloir prendre un crayon et poser la multiplication et se dire « Ah bah tiens, le résultat c'est ça », mais il va falloir faire un vrai effort réflexif. Et donc, c'est toute la différence entre nos deux systèmes de pensée. Je vous montre un petit exemple, probablement que vous le connaissez, qui est le test de Stroop. Je vais vous demander de rapidement, vous pouvez le faire à voix haute. Alors, certains sont tout seuls derrière leur ordinateur, mais je sais qu'il y a des équipes dans les centres de simulation qui sont en équipe aussi, de citer en fait la couleur des carrés que vous voyez. Allez-y, faites la première ligne. Ok, très bien. Maintenant, je vous propose de faire le même exercice avec la première ligne, toujours en citant la couleur. Et maintenant, je vous demande toujours de citer la couleur sur cette troisième ligne. Normalement, vous avez constaté que la ligne C vous demande beaucoup plus d'efforts pour lire la couleur parce que derrière, il y a un mot, quand je lis rouge, et en fait, c'est écrit bleu. Et donc, ça demande à votre cerveau de faire un effort de dissocier la couleur du mot. Et donc, en fait, le plus facile, c'est la ligne A. Notre cerveau, il est vraiment en mode automatique. L'intermédiaire, c'est la ligne B où mes mots et la couleur correspondent. Donc, notre cerveau, il a très peu d'efforts à faire. Et la ligne C où le cerveau, du coup, là, a un gros effort pour dissocier
à la fois le mot et les couleurs. Un exemple de biais cognitif assez récent, alors je vous en parle parce que je l'ai trouvé pertinent quand j'ai préparé ce topo, il date de dimanche, pendant ma garde. Globalement, prenez 3 acteurs. Un médecin urgentiste qui est en SMUR, donc en camion SAMU, un médecin urgentiste qui est aux urgences, en l'occurrence, là, c'était moi, et puis un chirurgien. Et on va tous les 3 prendre la même patiente, qui est une patiente de 30 ans en état de choc hémorragique. Je vous présente l'histoire et puis ensuite, je vais vous décrypter un petit peu les biais qui se sont produits. L'histoire, donc, pour le SAMU, quand ils prennent en charge cette patiente, c'est une patiente de 30 ans qui reçoit un coup de sabot de cheval au niveau du grille costal. Et quand ils la prennent en charge, elle est très douloureuse. Ils suspectent une fracture de côte isolée, mais elle est tellement douloureuse qu'ils doivent mettre 2 traitements assez forts pour la douleur, que sont la morphine et le Pentrox. Donc, on ne rentre pas dans les détails, mais c'est, on va dire, les plus hauts niveaux dentalgiques. Ils décident de ne pas médicaliser la patiente et donc la patiente arrive aux urgences avec les pompiers. Quand elle arrive aux urgences, elle est dans la salle d'accueil et le médecin la repère en se disant « Oh, elle est très pâle, elle semble quand même très douloureuse, on va l'installer. » Et donc, elle a installé un déchocage. Je la prends en charge. Elle a une hémodynamique qui est conservée avec sa fréquence cardiaque qui est aux alentours de 80 par minute. Elle ne prend pas de traitement. Elle a une tension aux alentours de 11. Avec le SAMU, elle avait, vous savez, le taux d'hémoglobine, l'hémoQ, qui était à 11 et moi, aux urgences, elle est à 10, donc pas non plus cata. Par contre, elle est très douloureuse. Et puis, quand je la regarde, cette patiente, elle est vraiment plus que pâle. Elle est comme, on en a de temps en temps des patients exsangues, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de couleur dans les lèvres, tellement en fait, il n'y a plus de sang et qu'il y a une hémorragie qui est en train de se produire. Et donc, sur ce critère-là, je pars au scanner en urgence pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, juste pour vous dire, à l'examen clinique, je suspectais une fracture de côte et une fracture de rate. On part au scanner et pendant que je pars au scanner, sur cette pâleur extrême, je me dis, 5e sens, 6e sens, vous me direz ce que vous voulez, mais il y a un truc, je commande les culots, on va la transfuser parce que même si j'ai aucun critère qu'elle perd du sang, je sais que c'est une hémorragie interne et elle est en état de choc hémorragique. On va au scanner, le scanner confirme le diagnostic. Du coup, j'appelle le chirurgien que j'avais préalerté avant et le chirurgien me dit non, une fracture de rate. Alors, pardon. Le chirurgien, je lui dis ces mots texto. Je lui dis voilà, j'ai un état de choc hémorragique d'une patiente de 30 ans avec une fracture de rate complexe et un hémopéritoine massif. Il va falloir que tu la prennes au bloc opératoire. Et il me répond non, Véronique, t'inquiète pas, une fracture de rate, aujourd'hui, c'est un traitement conservateur. Tu m'as dit la fréquence cardiaque, elle est à 80, la tension, elle est à 11. Bon, non, c'est traitement conservateur, je n'irai pas au bloc opératoire. J'insiste un petit peu, il s'avère qu'il a appelé le radiologue et que la patiente, dans les 10 minutes, elle était au bloc et elle était opérée. C'était hyper intéressant parce qu'à posteriori, je l'ai analysé cette situation et qu'est-ce que j'ai réussi à en tirer. La première chose, c'est que moi, j'ai été victime d'un biais d'attention. Pourquoi ? En fait, j'ai réussi, au lieu de rentrer en système un petit peu automatique, à détecter un signal faible qui était la pâleur extrême et le côté un petit peu exsangue de la patiente. Et ça m'a permis d'activer le système 2. Donc, vous me direz, là, c'est un biais cognitif qui m'a permis, grâce à une attention très particulière, finalement, de faire des choses positives. Mais à l'inverse, ça m'a aussi conduit à des choses négatives puisque j'ai oublié un des médicaments de l'état de choc hémorragique justement parce que je n'étais pas en mode automatique, c'est un état de choc hémorragique, parce que le tableau, il n'était pas clair et que du coup, ce n'était pas si automatique que d'habitude. Le chirurgien, lui, il a eu un biais de tunnelisation. De mon discours, il n'a entendu qu'une chose, c'est que la fréquence cardiaque était stable, la tension était stable et que c'était une fracture de rate et que dans sa tête, le schéma de pensée, c'est du coup, elle n'a pas besoin de chirurgie. Et puis, quelques heures plus tard, j'ai ma collègue qui m'appelle en me disant « Putain, Véro, je suis passée complètement à côté, je n'avais pas vu en fait. » Et donc, on décrypte un petit peu la situation ensemble, on débriefe ensemble. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été victime d'un biais rétrospectif. Il est toujours plus facile a posteriori de refaire l'histoire que quand on est sur la situation en urgence. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que de ce biais rétrospectif, on a réussi ensemble à analyser les signaux faibles qu'elle aurait pu détecter, qui n'étaient pas les mêmes que les miens d'ailleurs, quand moi je vois la patiente, mais en tout cas qui auraient peut-être pu changer sa prise en charge. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'on est tous victimes de biais cognitifs, que ces biais cognitifs, ils sont inconscients et qu'ils peuvent avoir des effets positifs comme des effets plutôt négatifs.
Il y a plusieurs manières pour classifier les biais cognitifs. La première, c'est celle la plus connue que vous trouverez sur Internet en accès libre, qui est le Codex des biais cognitifs qui date des années 2016. Les auteurs ont décidé de classer les biais cognitifs en fonction de la cause de ces biais-là. Première cause de biais cognitifs, c'est qu'aujourd'hui, on a des surcharges d'informations très importantes dans nos systèmes de soins et donc ça induit des biais cognitifs. La deuxième cause, c'est la nécessité d'agir vite. Il est évident que quand on est soit en surcharge de travail, soit en situation, on va dire, aiguë, on a une nécessité d'agir vite et dans ces cas-là, notre cerveau, il a une propension à réfléchir vite et donc à tomber dans des biais cognitifs. La deuxième chose, c'est le besoin de mémoriser. Bien évidemment que notre cerveau et ses prises de décision dépendent de tout ce qu'on est en capacité de mémoriser finalement. Et puis enfin, la dernière cause de biais cognitif, c'est le besoin de sens. On vit dans un monde qui est complexe, qui est hyper compliqué à comprendre. La santé et le domaine médical est un domaine très complexe et où on a du mal des fois à comprendre ce qui arrive à nos patients. Et des fois, en ayant ce besoin de sens, en ayant besoin de comprendre, notre cerveau, il fait des raccourcis pour nous donner une explication et du coup pour nous apaiser un petit peu dans cette quête de sens. Il y a d'autres types pour classifier les biais cognitifs. Il y en a un qui est en fonction des mécanismes des biais cognitifs. Donc, on peut dire qu'on a des biais sensorimoteurs. Typiquement, vous les connaissez tous, c'est les biais d'illusion visuelle en général qu'on montre avec des petites diapos où on vous montre une image et finalement, ce n'est pas forcément ce qu'on voit en premier qui est évident, mais il y a une image masquée à l'intérieur. Il y a des biais attentionnels, des biais mnésiques, les biais de jugement, les biais de raisonnement ou les biais de personnalité. Biais de personnalité, je vous donne un petit exemple, l'effet de halo. Une personne qu'on a vue une première fois qui nous fait une bonne impression, la seconde fois, quand on la verra, on va lui donner un petit peu notre confiance et on sera un petit peu plus positif dans la vision qu'on aura de l'analyser. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur les biais cognitifs, ces classifications, elles ne m'ont pas aidée en tant que formateur. Parce que finalement, et c'est un petit peu pareil en débriefing, si je repasse les biais cognitifs, donc vous avez à gauche les causes qui amènent aux biais cognitifs, donc la classification du Codex de 2016. Vous avez les biais cognitifs qui amènent à un résultat, par exemple, je vais mal juger ou mal interpréter une situation. Et puis, il y a les mécanismes, on va dire plutôt cognitifs, qui induisent finalement ce biais cognitif. Donc, on a vu la classification de gauche et la classification des mécanismes. Et souvent, ce qui est compliqué, et notamment quand on est en train de débriefer en tant que formateur, c'est qu'on ne verra pas les causes et on ne pourra pas voir les mécanismes. Par contre, assez facilement, on aura un œil sur le résultat. On se dira, ah tiens, là, peut-être que j'ai un jugement un petit peu trop hâtif. Et de ce jugement-là, on va pouvoir finalement remonter sur le biais cognitif qui est à la source et peut-être même ensuite comprendre la cause de ce biais cognitif. Et du coup, une classification, alors pour le coup, qui est purement personnelle, et c'est aussi le message, c'est de se dire, il y a plein de classifications qui sont possibles. L'essentiel, c'est de trouver la vôtre qui vous aidera en tant que formateur en simulation à avoir une vision des biais cognitifs la plus claire possible. Moi, ça a été de me dire, OK, moi, j'ai besoin de classifier les biais cognitifs en fonction de leur niveau d'impact. Est-ce qu'ils ont un impact sur la vision que je me fais de mes compétences ou de mes comportements? Est-ce qu'ils ont un impact sur la vision que j'ai des autres? Est-ce qu'ils ont un impact sur mon raisonnement? Est-ce qu'ils ont un impact sur la vision du monde que j'ai? Ou est-ce qu'ils ont un impact sur la vision du groupe et les effets de groupe que je peux constater? Et grâce à ça, assez facilement, on arrive à cibler le biais cognitif en fait, auquel on est victime. Et du coup, ensuite, on peut réfléchir à la cause, mais au moins, on a identifié le biais cognitif et c'est un petit peu plus facile de l'identifier comme ça. Alors, ce que je vous propose, c'était une petite introduction sur les biais cognitifs, mais l'idée, c'était de transposer ces biais cognitifs dans notre travail de formateur en simulation. Vous utilisez probablement les biais cognitifs quand vous débriefez vos apprenants, et donc vous avez souvent une vision des biais de l'apprenant, mais souvent on oublie les biais auxquels nous, formateurs, on est victimes. Et donc là, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va se faire un temps de travail, et là, c'est vous qui allez travailler, et moi, je vais faire une petite pause de 5 minutes, où je vous propose chacun de lister donc, des biais de formateur, des biais de l'apprenant, mais aussi des outils qui vont nous permettre de limiter les biais cognitifs dans notre activité de formateur.
Pour faire simple, vous avez 5 minutes, donc si vous êtes tout seul, vous pouvez vous les faire par écrit. Si vous êtes en équipe, vous pouvez travailler en équipe, il n'y a pas de problème, au contraire. Et ensuite, je vous propose, pendant ces 5 minutes, de nous les envoyer sur le chat. On reprendra ensuite un petit peu de présentation théorique. Ça permettra du coup à Swazik et à l'espace ressources de collecter toutes vos données et on essaiera de vous remontrer la même diapo en fin de session avec du coup toutes vos idées pour qu'on ait, grâce à ce travail collaboratif, essayé de se faire un schéma de synthèse sur l'impact des biais cognitifs dans notre activité de formateur. Ce que je vous propose, c'est du coup à partir de maintenant, on se laisse 5 minutes. Donc, il est 15h16, on se laisse jusqu'à 15h21. Du coup, on va couper le son, comme ça va vous permettre de pouvoir réfléchir. Petite information, juste quand vous écrivez sur le chat, écrivez bien avant le biais BF pour biais de formateur et BA pour biais de l'apprenant et O pour outils, pour que pour Swazik, ensuite, elle puisse les mettre dans la bonne case, parce que si vous envoyez tous vos biais cognitifs, comme vous l'avez fait tout à l'heure avec les chiffres, ça peut être compliqué du coup pour nous de faire la synthèse. Donc, écrivez bien BF, le biais après. Si vous avez des exemples, allez-y. Hein, l'idée, c'est vraiment de partager. Et donc, on se donne 5 minutes à partir de maintenant. Super, vous avez été productif. Je vous remercie pour votre participation encore très active. On va collecter tout ça. Enfin, Swazik va nous collecter tout ça pendant qu'on continue un petit peu à parler des biais cognitifs. Donc, alors, bien évidemment, la liste, elle n'est pas exhaustive. Je vous ai sélectionné certains principaux, avec certains qui sont plutôt sur les apprenants, d'autres sur les formateurs, d'autres pour les deux. Mais bien évidemment que vous allez voir, c'est loin d'être exhaustif. Le premier, ça sera le biais de cadrage, le biais d'ancrage, pardon. Le biais d'ancrage, c'est lorsque nous devons déterminer une valeur, on est souvent influencé par le premier chiffre qui nous a été énoncé. Je vous donne un exemple tout simple. Si je vous dis que mon voisin a une maison à vendre à 250 000 € et que là, il l'a mis à 235 000 € parce qu'il faut vraiment qu'elle parte et que je vous demande d'estimer le prix de la maison, vous aurez tendance souvent à me donner un prix entre 235 000 € et 250 000 €. Alors que bien évidemment, ça dépend du marché. Ça dépend de l'état de la maison et que ça se trouve, le 250 000 est déjà surestimé ou sous-estimé à la base. Donc, le biais d'ancrage, c'est ça. On peut bien sûr, alors, normalement, c'est vraiment un biais qui est sur un ancrage sur des chiffres, mais on peut aussi l'étendre à des valeurs non chiffrées. Et donc, souvent, on fait un raccourci en disant que le biais d'ancrage, c'est un jugement qui est influencé par une première information reçue. Mais normalement, le biais d'ancrage, c'est vraiment du chiffré. Dans le domaine de la simulation, me direz-vous, est-ce qu'on peut être victime de biais d'ancrage? Oui, pour les apprenants principalement. Je vous donne un exemple qu'on rencontre assez fréquemment, c'est le nombre de participants qu'on va détacher pour réaliser une simulation. Souvent, on dit, tiens, je veux une infirmière, une aide-soignante pour ce scénario, et puis il s'avère qu'ils n'appellent pas à l'aide. Et quand on va débriefer, qu'on va essayer d'aller chercher pourquoi ils n'ont pas appelé à l'aide, eh bien, des fois, on a ce biais d'ancrage qui ressort et les apprenants nous disent en fait, on ne pensait qu'on ne pouvait être que deux. Et donc, effectivement, ils peuvent nous dire non, on n'a pas appelé à l'aide. Dans la vraie vie, on aurait appelé à l'aide, mais là, je n'ai pas appelé parce qu'en fait, vous nous avez dit d'y aller à deux et donc on a géré la situation à deux. Donc, ça, c'est le biais d'ancrage. Le deuxième, et souvent, il y a des confusions entre ces deux-là, c'est le biais de cadrage. Le biais de cadrage, il faut l'imaginer comme je ne réfléchis plus que dans un cadre conceptuel qu'on m'a donné et je n'en sors pas en fait. Typiquement, en simulation, c'est pour les apprenants et c'est notre briefing. Lorsqu'on fait un briefing, on induit souvent un biais de cadrage. Alors souvent un biais de cadrage que l'on souhaite parce que grâce à ce briefing, on veut les conduire vers une situation donnée pour ne pas partir dans tous les sens et vraiment répondre à nos objectifs pédagogiques. Donc là, c'est l'effet plutôt positif du biais cognitif. Mais parfois, on peut avoir un biais de cadrage plutôt négatif et qui va, du coup, on va trop les cadrer. Typiquement, moi, je pense dans des simulations avec les urgences vitales. Ils viennent sur une formation où on va faire de l'urgence vitale. Et souvent, les premières minutes de prise en charge du patient, elles ne sont pas optimales. Et quand on débriefe avec eux, c'est tout simplement qu'ils nous disent en fait, moi, j'attendais qu'il s'aggrave, j'attendais qu'il me fasse l'arrêt. Et du coup, ils n'ont pas réalisé l'évaluation du patient. Donc, il y a eu un vrai biais de cadrage. Donc, ça peut avoir cet effet plutôt positif, mais aussi plutôt négatif. Donc, c'est vraiment notre briefing qui peut induire ça. Le troisième biais,
c'est le biais que je vois vous avez cité pour pas mal, c'est le biais de focalisation qui peut aller même des fois jusqu'à une erreur de fixation ou un effet de tunnelisation quand il est vraiment poussé à l'extrême. C'est en fait notre tendance à accorder plus d'importance à certains facteurs qu'à d'autres lorsqu'on prend une décision. La tunnelisation, c'est que à un moment extrême, je ne vais plus rien voir d'autre que la sortie du tunnel et tout ce qui est autour, en fait, tous les facteurs autour, je ne vais plus du tout les prendre en compte. Je vous donne un exemple appliqué à la simulation, principalement pour les apprenants, là encore. Une situation, alors c'est des choses qu'on rencontre assez souvent sur les situations d'arrêt cardio-respiratoire. Vous mettez des apprenants, alors ça peut être souvent sur de la formation initiale, mais aussi sur de la formation continue, sur une situation d'arrêt cardio-respiratoire. Ils sont face à un DSA, un défibrillateur qu'ils n'ont jamais utilisé. Eh bien, il y a quand même beaucoup de chances qu'à un moment donné, tous se concentrent sur ce DSA pour essayer de comprendre comment il fonctionne parce qu'ils savent qu'il faut choquer et qu'à un moment donné, nous, en tant que formateurs, on constate qu'il n'y a plus personne en train de masser le patient. Ils ont été victimes d'un biais de focalisation. Ils se sont tous focalisés sur ce DSA qui posait problème. Ils ont essayé de résoudre un problème, mais avec du coup la contrepartie qui est d'oublier les autres problèmes, et en l'occurrence, là, le patient. Un autre exemple qui est moins connu, celui-ci, mais que je trouve hyper intéressant, c'est le décalage empathique. Le décalage empathique, c'est la tendance de l'être humain à sous-estimer l'influence de nos émotions, en fait, sur nos attitudes, nos comportements ou même nos préférences et donc nos choix et nos décisions. Typiquement, lorsque je suis en colère, il va être difficile de comprendre pourquoi l'autre à côté de moi est calme. Parce que, en fait, je ne comprends pas pourquoi là, moi, je serais la seule en colère et pourquoi lui, il n'est pas en colère. C'est ça le décalage empathique. Alors, vous allez me dire, OK, mais dans la simulation, finalement, comment ça peut s'appliquer? Eh bien là, c'est pour le formateur. Le décalage empathique, il va pouvoir s'appliquer dans la phase de ressenti. Vous pouvez être confronté assez souvent à des apprenants qui sont en difficulté et qui vont, pendant la phase de ressenti, vous dire « là, je n'ai pas été à l'aise, j'étais hyper stressée, je n'étais pas comme d'habitude ». Ils vont vraiment vous exprimer qu'ils ont été en difficulté. Et nous, en tant que formateurs, eh bien, on va sous-estimer cette difficulté ressentie parce qu'on est convaincu qu'on est dans ce climat de bienveillance, que ce n'est pas grave, qu'on est dans un climat d'apprentissage. Donc, nous, nos émotions, c'est qu'on est dans une bulle favorable à l'apprentissage. Mais eux, ils ont rencontré une difficulté. Et le fait d'ignorer, en fait, ce décalage empathique et de ne pas être capable de comprendre que notre sensation de bienveillance ne suffira pas pour apaiser cette difficulté ressentie, va faire qu'on peut ne pas clôturer la phase de ressenti et du coup, pendant toute la phase d'analyse et même de synthèse, avoir des difficultés pour être vraiment dans un climat d'apprentissage favorable pendant notre débriefing. Donc ça, souvent, c'est un biais qui est ignoré, mais que je trouvais intéressant de vous présenter. Un autre qui est très fréquent et que certains d'entre vous ont cité aussi dans le chat, c'est le biais d'illusion de performance. Alors ça marche dans notre vie perso, dans notre vie pro, en tant que soignant, mais aussi en tant que formateur en simulation. Globalement, c'est la tendance à surestimer nos connaissances, nos capacités physiques ou intellectuelles, et globalement avoir trop confiance en son jugement. On peut aussi avoir le biais d'illusion de supériorité où là, on a tendance à se surestimer par rapport aux autres. Donc, il faut imaginer que dans la supériorité, je l'aurais représenté avec un podium et c'est par rapport aux autres. Alors que le biais d'illusion de performance, c'est vraiment une surestimation de ses propres compétences vis-à-vis de soi, en fait. C'est vraiment centré sur soi. Alors, en simulation, ce biais d'illusion, je pense que assez clairement, vous me direz tous, oui, bien sûr, ça va toucher le formateur pendant le débriefing. On peut tous être victime d'un biais d'illusion de gérer, d'avoir les capacités de gérer le débriefing et pour autant, peut-être que le débriefing ne sera pas mené de la meilleure des manières. Ça peut aussi être pour les apprenants à deux moments différents, à la fois pendant la simulation, ils vont avoir cette impression de wow, c'est bon, je sais, l'arrêt cardiaque, j'ai appris mon algorithme, de toute façon, moi, je sais faire, et donc ça va bien, je fais bien là. Mais aussi pendant le débriefing. Et des fois, quand on va les débriefer, ils continuent de nous dire « Ah non, mais là, j'ai bien fait, de toute façon, c'est comme ça qu'on m'a appris et c'est comme ça qu'il faut faire. » Et donc, il faut réussir à les faire progresser pour se rendre compte que ce biais d'illusion de performance, de temps en temps, il nous obscurcit un petit peu le jugement et du coup, il n'est pas aidant pour améliorer nos compétences.
L'autre biais aussi que vous connaissez sûrement, c'est le biais d'attention, qui va lui aussi toucher les formateurs et les apprenants. C'est globalement, on ne va examiner pour prendre une décision ou pour réfléchir uniquement les facteurs qui passent par notre filtre attentionnel. Et notre filtre attentionnel, globalement, souvent, c'est nos sens, avec la vue, avec l'ouïe. Et donc, il est bien évident qu'en fonction de comment je vais faire attention à certains facteurs, je ne prendrai peut-être pas la même décision. Ce biais-là, il est influencé par les émotions. Je vous prends un exemple tout simple d'une femme enceinte. La femme enceinte, elle aura beaucoup plus tendance à repérer les magasins d'enfants quand elle est enceinte qu'avant être enceinte. Tout d'un coup, on a l'impression que les magasins d'enfants, il y en a partout, alors que 3 mois auparavant, on n'avait pas repéré qu'il y avait autant de magasins d'enfants. Dans la simulation, du coup, vous allez avoir cet effet à la fois pour le formateur. Chose importante, quand on est en régie et quand on est en train de gérer la mise en situation, en tout cas d'essayer de gérer la mise en situation qui est en train de se produire dans la salle de simulation, bien sûr qu'on est victime du biais d'attention. Quand il faut gérer le mannequin, qu'il faut s'assurer que tout est en train de bien se passer, que nos objectifs pédagogiques vont être remplis, qu'il faut commencer à amorcer qu'est-ce que je vais faire pendant le débriefing, vous imaginez bien que votre attention, elle va être filtrée sur certains critères. Moi, souvent non, mais en tout cas, dernièrement, j'ai tenté l'exercice. Alors, ça s'est fait de manière fortuite et pas choisie, mais depuis, je l'ai retenté de manière choisie. Essayez de débriefer une situation où vous n'avez pas pu observer toute la simulation. C'est-à-dire, soit vous avez éteint l'écran et en fait, vous n'avez pas pu observer pendant 1 minute la minute des 5 minutes de la simulation, soit parce que vous êtes rentré dans la salle de simulation avec les apprenants comme un facilitateur et du coup, forcément, vous vous êtes mis dans le jeu et donc vous n'avez pas pu tout voir. Et je vous assure que dans ces situations, on ne va pas aborder le débriefing de la même manière, justement parce qu'on est conscient de ce biais d'attention. Parce qu'on a eu une panne technique qui nous a coupé la vue pendant 1 minute ou parce qu'on est rentré dans la simulation en tant que facilitateur, on est conscient qu'on n'a pas vu tout ce qui s'est passé et du coup, quand on va amorcer le débriefing, on ne va pas du tout poser les mêmes questions à nos apprenants. Faites l'exercice, vous allez voir, c'est intéressant parce que du coup, c'est plus facile de le transposer après quand tout se passe bien et qu'en régie, on observe, de se dire « Ah oui, mais finalement, ce biais d'attention, j'en suis victime à chaque fois. » Pour les apprenants aussi, le biais d'attention, il est important, à la fois pendant la simu, parce que le stress va pouvoir faire, et ça on le voit souvent pendant les phases de transmission, au tout début de la mise en situation, souvent ils sont un petit peu sidérés par le stress, et on leur dit plein d'informations, et à la fin, quand on les débriefe, ils nous disent « non, moi j'ai entendu qu'une information, c'est que le patient il avait 40 ans, mais alors tout le reste des éléments qu'on lui a donnés, il n'a rien entendu du tout. » Ça, c'est un biais d'attention. C'est leurs émotions qui ont du coup limité leur filtre attentionnel et donc ils n'ont pas tout entendu. Le filtre d'attention, on peut aussi l'avoir en débriefing. On a l'impression souvent que tous nos messages pédagogiques sont clairs. Et quand on en arrive à la phase de synthèse, il nous donne un axe d'amélioration qui n'est pas forcément celui sur lequel, pendant 30 minutes, on a essayé de débriefer et que pour nous, c'était ça l'axe d'amélioration. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, ils sont encore victimes d'un biais d'attention et que leur attention, elle ne sera pas forcément filtrée comme la nôtre et donc, ils ne vont pas retenir forcément les mêmes choses et donc, des fois, se dire « attention, en tant que formateur, ce biais d'attention va provoquer que mon message pédagogique n'est peut-être pas passé. » Et pour faire un lien avec ce que Guillaume nous disait tout à l'heure, ça veut dire que dans ma communication de formateur, je dois essayer de lutter contre ça et je dois, si j'ai des messages pédagogiques importants, m'assurer que ces messages pédagogiques sont bien passés. Et puis le dernier, alors, classé en dernier, vous allez voir pourquoi, c'est le biais du résultat. Alors qu'on appelle aussi le biais de l'historien, mais vous allez voir, il est plus parlant avec le biais du résultat. C'est la tendance à évaluer les décisions d'après les résultats, typiquement. Et là, vous allez voir, c'est un biais qui concerne qui ? Les formateurs. Souvent, pendant la phase d'analyse, les formateurs vont axer leur phase d'analyse sur les actions commises. Et quand on fait un débrief de débrief, ensuite, on se rend compte qu'on n'a pas réussi à tout décrypter. Je vous donne un exemple. Admettons que notre objectif pédagogique, c'est de travailler la préparation et l'administration d'insuline pour une infirmière. Pendant le débriefing, le formateur va analyser avec cette infirmière comment elle a préparé et donc va lui poser des questions pour que l'infirmière donne toutes les étapes qu'elle a fait pour préparer. Tout est OK. On peut s'arrêter là.
et avoir l'impression d'avoir checké notre objectif pédagogique. Mais si dans mon raisonnement, je vais chercher les intentions derrière cette action qu'elle a fait, et notamment sur la seringue d'insuline, en lui disant pour ta dilution, pourquoi tu as utilisé cette petite seringue-là plutôt qu'une autre, ça me permettra de savoir si c'était un coup du hasard ou si c'était de la compétence et que cette préparation finalement était correcte. Et donc, ce biais-là, finalement, ça va vous rappeler quelque chose d'assez répété dans le domaine de la simulation pour les formateurs. Ce n'est pas pour rien que certains auteurs, dans les techniques de débriefing, rappellent qu'il faut systématiquement, quand on débriefe, aller chercher les intentions derrière les actions. C'est le schéma de Rudolph qui est sorti quand ils ont évoqué le débriefing par good judgment. Et c'est vraiment important parce que je crois que ce schéma-là, en lui-même, est un outil pour limiter, en tout cas, le biais du résultat quand on est en train de débriefer. Voilà un petit peu une présentation de quelques biais, encore une fois, cognitifs que l'on peut avoir en situation de formation par simulation, que ce soit en régie, en débriefing ou en simulation pour les apprenants. Ce que je vous propose, c'est que l'on revienne à la synthèse avec Swazik pour ensuite repasser quelques diaporamas. Alors, en attendant le partage, Véronique, une petite question. En simulation, doit-on parler de performance ou de développement de compétences? Alors, moi, j'ai un parti pris. Alors, ça sera peut-être mon système 1 là, qui va vous répondre. Développement de compétences, puisque le développement de compétences va conduire à la performance. Bien sûr que derrière, on va rechercher de la performance et de la qualité des soins, mais il est évident que ce que l'on souhaite, c'est le développement des compétences, parce que c'est la chose la plus essentielle sur laquelle la performance et la qualité vont se baser, en fait. Donc, j'aurais tendance à dire développement des compétences. Merci Véronique pour cette réponse et je vous diffuse donc les 2 diapositives de synthèse des résultats. Alors, on va en prendre connaissance ensemble. Donc, dans les biais du formateur que vous avez pu lister, donc il y a l'effet de halo, on en a parlé effectivement tout à l'heure, oui. Cet effet de halo peut avoir une importance pour le formateur. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression qu'il soit dans les biais de l'apprenant, mais aussi pour l'apprenant. Je pense notamment à des apprenants pour les IFSI qui viennent avec leur formateur habituel. Bien sûr que l'effet de halo peut avoir un effet. Vous avez mis l'effet de contraste avec la différenciation positive et négative en fonction des apprenants présents et la comparaison. Alors, j'imagine que là, c'est plus le débat que vous sous-entendiez. L'effet d'ordre, donc le premier avantagé, le dernier moins, oui. Alors ça, c'est effectivement un des pièges, notamment dans la phase de tout début d'analyse, où on va rechercher que les apprenants nous décrivent la mise en situation. Souvent, on commence par le premier et puis vous avez le dernier qui va répéter un petit peu la même chose. C'est plutôt ce qu'on appelle le biais de conformisme. C'est-à-dire qu'une fois que le groupe, dans une réunion, va dire A, le dernier va dire A, il ne va pas oser dire B. Et donc, dans le début, quand on essaye de faire décrire le début de la situation par nos apprenants, il faut commencer en général, on dit, par plutôt celui qui a le moins de connaissances sur la situation. Donc, si vous êtes avec une équipe pluriprofessionnelle, plutôt de commencer avec l'aide-soignante que le médecin, puisque le médecin, le risque, c'est qu'il va vous poser le cadre médical et derrière, ce cadre ne permettra pas à l'infirmière ou l'aide-soignante de pouvoir, eux, expliquer un petit peu leur raisonnement. L'effet de contamination, connaître l'apprenant et avoir des a priori plus ou moins. Alors, c'est l'effet de halo en version effectivement négative. Donc là, on est sur un biais de personnalité, effectivement. Imaginez ce que l'apprenant sait déjà. Alors, ça, c'est important dans 2 sens. C'est ce qu'on appelle, il n'est pas très joli, mais la malédiction du savoir. C'est la difficulté pour l'être humain, et notamment pour un sachant qui soit un expert, un professionnel, un formateur, de pouvoir se mettre à la place de l'apprenant. Et souvent, on a l'impression qu'on se dit oui, mais ça, ils savent. Et donc, on ne va pas expliquer. On va poser une question en disant ça, vous savez, oui. Et donc, les gens vont dire oui, mais finalement, on ne leur laisse pas la place de répondre non. C'est ce qu'on appelle la malédiction du savoir. Parler en pensant que mon vocabulaire est connu de tous, tout à fait. Alors là, on en revient sur la phraséologie de tout à l'heure. On est plus sur un
là pour le coup, un défaut de communication. La focalisation sur un objectif, donc le biais de focalisation effectivement pour le formateur, pour les biais de l'apprenant. Donc la conception du métier de l'apprenant et sa fonction. Oui, alors plutôt sa représentation, effectivement, la mentale et de ce que l'on va en faire. Donc on est un peu sur des biais de personnalité. La polarisation, donc le peu de nuances, voire tout en noir ou tout en blanc. Alors, il y a deux biais qui résument ça, c'est le biais d'optimisme et le biais de pessimisme, effectivement, ou le biais de négativité et le biais de positivité. Le biais d'autorité, pour l'apprenant, effectivement, alors je pense notamment dès l'instant, alors soit en formation initiale où il y a des liens fonctionnels avec les formateurs et notamment des notes à la fin de l'année. Je pense aussi en formation continue lorsque l'on a un lien hiérarchique et que l'on va débriefer nos propres collègues et que, en l'occurrence, le formateur est soit le cadre, soit le chef de service, soit quelqu'un qui a un petit peu plus d'autorité, effectivement, que ceux qui va débriefer. Donc, le biais d'autorité, effectivement, peut intervenir, même s'il faut essayer de le lisser. Le « je ne suis pas capable », là, on retombe sur le biais de pessimisme un petit peu. Hein. C'est un expert, le croire les yeux fermés. Oui, tout à fait. Ça, c'est un biais. Alors, on est un peu sur l'effet de halo qui peut donner ça. Le phénomène d'attribution causale, effectivement, qui est un biais soit de l'apprenant, soit du formateur, qui est un biais qui est assez intéressant. Globalement, on a tendance à attribuer les causes, on va dire, à nos décisions, à des causes externes et non pas des causes internes. On va en fait sous-évaluer les causes internes aux causes internes. C'est ça le biais d'illusion d'attribution. Et puis la focalisation, on en a parlé. Et donc les outils pour limiter que vous avez cités, donc cadrer avant de commencer, oui, ça va effectivement, c'est le lieu du briefing notamment, mais aussi sur la phase du début du débriefing, c'est important. Le fait de reformuler et effectivement la communication, même au sens un petit peu plus large, est un outil pour essayer de limiter contre les biais cognitifs. Le débriefing, bien sûr, en tout cas la grille de débriefing pourra nous permettre de nous structurer et d'essayer de moins tomber dans certains biais. Rappeler les objectifs pédagogiques, effectivement, ça peut être important, même si des fois, ça peut aussi provoquer un biais de focalisation. Donc, je vous remercie parce que vous avez été très riche. Soisic, vous disiez, il y en a une deuxième, c'est ça ? Donc, en biais de formateur, les autres que vous avez cités, c'est la représentation du métier de l'apprenant, la représentation de l'environnement de l'apprenant, représentation du niveau de compétence de l'apprenant, représentation du métier de formateur. Donc là, on est plus dans des... Alors, il y en a plusieurs, là, des biais, ça sera un petit peu compliqué de tous les formaliser, mais effectivement, c'est un peu des biais de stéréotypes, on va dire. On pourrait les résumer dans un biais de stéréotype. On va avoir des impressions en fonction, effectivement, de l'environnement dans lequel on travaille, en fonction de la profession de l'apprenant. Donc, c'est un biais, on va dire, de stéréotype. L'effet de tunnelisation, effectivement, on en a parlé. Ça peut arriver lors d'un débriefing de faire un effet de tunnelisation. Le biais d'excès de confiance, tout à fait, on en a parlé tout à l'heure. Et le trop-plein de connaissances qui entraîne la difficulté de comprendre chez les non-experts, on en a parlé avec la malédiction du savoir. Le biais de l'apprenant, que vous avez cité, en tout cas les autres biais, donc c'est la représentation du métier, donc là on est comme les biais de stéréotypes qu'on parlait tout à l'heure, le fait de rester figé sur des connaissances anciennes. Donc là, c'est un biais du statu quo, c'est-à-dire qu'on a des difficultés pour accepter le changement et accepter de changer de cadre cognitif, de connaissances, de compétences. Donc effectivement, c'est un des biais dont on peut être victime en tant qu'apprenant. Ne pas être concentré sur la simulation, donc là c'est le biais d'attention dont on a parlé tout à l'heure. Les algorithmes raisonnement clinique en débriefing. Alors là, il me faudrait plus de précision pour comprendre ce que vous vouliez exprimer derrière. Et le biais des coûts irrécupérables, c'est-à-dire continuer même si on se rend compte d'une erreur. Ça, c'est tout à fait vrai. Il faut savoir, à un moment donné, quand on se rend compte qu'on n'est pas dans la bonne voie, de s'arrêter, même si on a l'impression qu'on a engagé trop de choses pour pouvoir s'arrêter. Non, il est toujours temps, à un moment donné, de pouvoir arrêter l'erreur. Les autres outils que vous avez cités donc, pour limiter les biais cognitifs, donc c'est l'exploration du raisonnement cognitif analyse, tout à fait, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, toujours aller rechercher les intentions derrière les actions. Les liens avec les connaissances antérieures, le débriefing, vous l'aviez déjà évoqué, le feedback, la reformulation, les questions ouvertes, effectivement, on est dans des techniques de communication qui vont nous favoriser. Je dirais plus aussi dans les questions, en plus des questions ouvertes, les 5 pourquoi. Pour pouvoir aller rechercher les intentions derrière les actions, il y a plein d'outils de com qui nous aident à pouvoir aller
pousser notre questionnement et s'assurer de bien aller chercher les causes derrière les actions. Donner les infos avant le scénario, on en a parlé avec le briefing, et expliciter l'environnement, ça on est aussi dans le briefing. Donc je vous remercie pour cette synthèse. Je vais juste vous repasser avant de passer sur une phase de questions. Il y a peut-être 2 outils avant que je passe à ma phase de synthèse que vous n'avez pas évoqués. Il y a un outil pour limiter les biais cognitifs, c'est l'humilité en tant que formateur. L'humilité qui nous permettra de lutter contre le biais d'illusion de performance, et ça, je crois que c'est hyper important. Et l'autre que vous n'avez pas du tout évoqué, et je suis assez étonnée parce que je pense que vous l'avez tous évoqué, en tout cas mentalement, c'est le co-débriefing et le collectif. Le co-débriefing, puisque le fait de débriefer à 2 va nous permettre de lutter contre nos biais. Et donc, on a un collègue à côté qui va pouvoir, à un moment donné, me faire sortir d'un raisonnement un petit peu court-circuité. Et puis, le collectif du groupe, ne pas hésiter à aller chercher notre groupe pour de temps en temps, quand nous, on a l'impression que c'est évident, d'aller s'assurer que c'est évident pour tout le monde. Alors, ça vaut pour un message pédagogique, mais ça vaut aussi pour des connaissances. Et donc, plutôt de dire, ça, vous connaissez, d'aller dire, est-ce que vous pouvez me rappeler, tiens, le diagnostic d'un arrêt cardio-respiratoire? Eh bien, des fois, on est assez surpris en posant cette simple question et d'aller chercher le collectif. On arrive à atteindre un objectif pédagogique beaucoup plus simplement. Je vous repasse juste ma dernière diapo pour conclure du coup sur cette présentation. Il y a une citation que j'aime beaucoup, vous allez voir, sur James Reason, que vous connaissez sûrement, que j'ai complètement déviée avec les biais cognitifs. Cette citation, du coup, elle devient « La sécurité de notre raisonnement ne peut pas être assurée par l'unique recherche de la suppression des biais cognitifs. Il s'agit vraiment plutôt de rendre notre raisonnement robuste aux biais cognitifs. » C'est comme pour l'erreur de Reason, on ne peut pas supprimer l'erreur. Elle est humaine et de toute façon, elle sera là. Par contre, on peut rendre nos activités robustes aux biais cognitifs. C'est exactement pareil. Mon raisonnement, il va être victime de biais cognitifs et en plus, il y en a qui sont positifs. Donc, il ne faut pas vouloir supprimer les biais cognitifs. Par contre, je vais rendre mon raisonnement robuste aux biais cognitifs pour essayer d'éviter qu'il ne me fasse tomber dans des conséquences plutôt négatives. Donc, je vous remercie de votre attention et vous propose qu'on passe aux questions. Voilà, donc c'est une question autour du biais de conformisme ou ce que vous avez cité comme malédiction du savoir. Est-ce qu'il pourrait y avoir des fixations de connaissances erronées par les apprenants? C'est-à-dire que les apprenants fixent des connaissances qui soient erronées et donc un risque de fixer l'erreur. Alors oui, plutôt pour le biais de conformisme que pour la malédiction du savoir, parce que ce ne sont pas les mêmes biais. Le biais de conformisme, c'est vraiment, c'est une étude de H à l'époque qui a montré qu'au niveau de la société, on avait tendance dans un groupe à finalement, même si on sait qu'on dit faux, on va dire que c'est vrai parce que tous autour de nous, on dit que c'était vrai. Et donc, je pense qu'on peut avoir un message pédagogique à un moment donné qui va passer. On peut avoir des formateurs qui passent malheureusement des messages pédagogiques faux. Et on peut avoir certains apprenants qui savent que le message pédagogique est faux et pour autant, le message pédagogique qui va passer dans tous les cas parce qu'on ne saura pas, il y a ce biais de conformisme qui va faire que le message, il est passé, on a l'impression qu'il est vrai et on peut ressortir avec des messages pédagogiques erronés. Tout à fait. On a également un témoignage qui dit c'est difficile, voire impossible de se mettre à la place de l'apprenant. L'organisation de l'activité est différente chez chacun et le débriefing, c'est bien aller chercher le raisonnement, la boîte noire de l'apprenant. Oui, c'est tout à fait le schéma de Rudolph, d'aller chercher les intentions derrière les actions. Je crois qu'en tant que formateur, débriefeur, il ne faut pas essayer de présumer pourquoi les apprenants ont fait telle ou telle action. Il faut partir de constats et il faut vraiment aller les chercher. Il faut que ce soit eux qui nous donnent les solutions. Et il n'y a que comme ça, effectivement, qu'on aura un débriefing le plus performant possible et qu'on luttera contre nos biais cognitifs à nous en tant que formateurs. Une question autour de la simulation et de la gestion du stress. On nous dit donc dans le référentiel de formation IDE, on doit évaluer les étudiants en simulation et mettre une note. Mais ça pose la question simulation, apprentissage et non évaluation, point d'interrogation.
Je crois qu'en France, on avance sur ce sujet. Je pense que si on avait commencé par mettre de la simulation en méthode évaluative, bien évidemment qu'on aurait eu d'énormes biais, notamment le biais d'observation. C'est bien quand on est observé, on n'a pas les mêmes comportements. J'en ai pas parlé de ce biais d'observation, mais il existe. C'est l'effet Haussorne. Il faut se dire qu'on a avancé et que les équipes sont de plus en plus habituées à faire de la simulation, ont de plus en plus compris ce climat vraiment favorable à l'apprentissage. Et un jour, je l'espère bientôt, on sera prêt à intégrer effectivement l'évaluation. Je pense que quand on utilise l'évaluation en simulation, puisque certains centres le font, il faut vraiment le faire dans des conditions de sécurité optimales et où les consignes, les explications sont les plus claires possibles et où on pose vraiment ce cadre de l'évaluation, qui peut être complémentaire avec le cadre formatif. Dans le domaine de l'aviation, Guillaume en témoignait tout à l'heure, ça peut être tout à fait complémentaire. Mais ça se travaille. Tout à fait. Et enfin, on a encore un témoignage sur le fait que c'est important de prendre connaissance des différents biais cognitifs, qu'ils soient pour les formateurs ou pour les apprenants, et que c'est important également d'analyser ces pratiques en individuel et en collectif, mais qu'il ne faut pas forcément échapper à ces biais, chercher à échapper à ces biais, parce que c'est impossible. Et on nous dit les étudiants aujourd'hui, dans le cadre de leur formation, sont formés sur ces biais. D'accord, super. Je crois que c'est hyper important, effectivement. On ne peut pas échapper aux biais. Par contre, le fait de les connaître, ça nous rend plus robustes. Donc oui, je pense que c'est une des voies. On revient un peu sur ce qu'on disait après la communication tout à l'heure. Je pense que ça fait partie des compétences non techniques. La prévention des biais cognitifs ou la connaissance des biais cognitifs, c'est une compétence non technique à part entière. Et ça doit passer effectivement par l'apprentissage pour pouvoir être plus robuste à ça. Merci Véronique. La qualité de l'interactivité a été soulignée par plusieurs participants. L'exercice n'était pas facile et je pense qu'il est largement réussi.